She's Alice Martin. She's Alice Martin, the patient. Yeah, but I don't know where she is. Alice Martin. Oh. So Liz, she left us. That is you. But it's not Martin. It is Martin. Oh, okay. My name is... Your face now. That's the most important part. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et je vous demanderai donc de bien vouloir vous prendre place. Je voudrais d'abord vous présenter le professeur Denton, qui a un vaste travail au sein de l'association de sclérodermie. Et il s'agit également d'une personne qui est très importante pour le groupe de patients tel que FESCA. Donc pour nous, il s'agit d'un grand honneur de l'avoir à nos côtés. Et c'est lui qui nous présentera quelques-uns de nos intervenants. Donc, le professeur Christopher Denton va commencer. Vous l'avez déjà entendu souvent au long de cette conférence. Je dis tout simplement qu'il vient du Royaume-Uni et qu'il est très humble. Et je vais seulement vous dire que ce fut un grand effort pour nous pour qu'il puisse être parmi nous aujourd'hui. Merci. Je ne suis pas humble, mais je pense qu'il vaut mieux d'avoir une petite présentation en ce qui concerne nous-mêmes et ensuite de faire une excellente présentation, une excellente allocution. Je vais seulement vous parler aujourd'hui de ce qui existe en termes de médicaments systémiques. Et je crois que vous devez considérer ceci comme une séance thématique, parce que ce dont je voudrais vous parler ici aujourd'hui, c'est de certaines choses qui arrivent et des nouvelles avancées par rapport à de nouveaux traitements concernant la sclérodermie et la sclérose systémique. Et ceci vient dans le cadre et dans de l'allocution suivante qui est liée au greffe de cellules souches. Je vais donc vous parler des avancées qu'on a eues ces derniers temps. J'avais pensé vous montrer une diapo avec un bref résumé où j'affirme ma position. La première chose à penser lorsque nous parlons de médicaments systémique, et je le dis toujours à mes patients, il faut considérer la sclérodermie que l'on peut traiter. Elle ne peut pas être guérie, mais elle peut être traitée. La plupart de ces éléments peuvent être traités. Nous ne sommes pas à une époque telle qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de thérapeutique. Maintenant, nous avons même des thérapies qui intègrent la sclérodermie dans leurs indications. Il y a plusieurs médicaments pour les ulcères digitaux, par exemple. Parfois, il est difficile d'avoir des thérapies qui aient une autorisation et donc conseiller à nos patients de suivre ces thérapies. Mais pour nous, il s'agit d'un enjeu de savoir qu'il y a des traitements, mais que les patients ne peuvent pas l'avoir. Il y a des recommandations et des orientations qui sont également importantes et qui aident les médecins et les patients lors de ces thérapies. Au Royaume-Uni, nous créons des situations pour que ces patients puissent avoir accès à ces thérapeutiques. Nous savons également que la thérapie à la base d'immunosuppresseurs
est efficace pour certains patients et dans certaines manifestations de la maladie. Mais il faut établir l'équilibre entre les risques et les bénéfices de ce traitement. Je partagerai avec vous certains résultats d'essais cliniques et de traitements qui n'ont pas encore d'autorisation, mais qui pourront avoir une autorisation à l'avenir. En ce qui concerne les médicaments systémiques, je voudrais seulement introduire l'idée de la thérapie orientée, mais ceci a des points de vue différents pour différentes personnes. Pour le médecin, cela veut dire que nous nous orientons vers l'organe spécifique, donc une thérapie pour les poumons, le cœur, la peau. Un patient atteint de sclérodermie pourra avoir besoin de différents médicaments pour différents aspects de la maladie. Mais il y a également des personnes qui pensent à la biologie de la sclérodermie et du processus que mène aux dommages vasculaires ou à la fibrose. Par exemple, la dysfonction cellulaire. Nous savons qu'il y a des aspects qui se sont mal passés dans une cellule et nous pensons que dans la sclérodermie, il y a également des problèmes. Et donc, ceci peut être un objectif. Lorsque nous pensons à de nouvelles thérapies, il faut savoir ce qui s'est mal passé en termes de cellules ou en termes de maladies et essayer d'attaquer directement ces cellules. Cette diapo, vous l'avez déjà vue auparavant, et elle est compliquée parce qu'elle reprend cette notion dont je vous ai parlé et elle développe cette notion. Nous ne nous trouvons plus à une époque où il faut rêver de ces thérapies. Nous avons déjà des thérapies avec autorisation liées aux problèmes vasculaires, avec des thérapies très spécifiques qui peut mener à des vaisseaux sanguins en plus bonne santé. En rouge, nous voyons les médicaments, ceux qui ont déjà une autorisation. En bleu, ceux qui sont en cours d'expérience. Et donc, il faut penser à diviser la maladie en différents niveaux. La fibrose est notre grand enjeu parce que en vert en bas, ce sont les médicaments qui n'ont pas d'autorisation pour la sclérodermie, mais pour la fibrose pulmonaire. Ils ont été testés pour la sclérodermie pour vérifier s'ils pouvaient être testés également dans cette maladie. Potentiellement, nous pouvons avoir de nouveaux espoirs pour les thérapies systémiques et pour nos malades. Je voudrais à nouveau souligner les médicaments qui sont utilisés dans les essais cliniques. Et cette diapo a également beaucoup d'informations. Elle est très complexe, mais elle sert à montrer que non seulement nous avons des avancées en termes de traitement, mais que nous avançons également dans la conception des essais cliniques pour tester nos médicaments. Nous avons déjà constaté deux choses. Au long de ces différentes années, pour améliorer ces essais, ce que nous avons appris, c'est qu'il faut tirer des leçons du passé. Il faut avoir un essai d'une durée suffisante pour voir quelles sont les différences. Et ensuite, il faut un groupe de contrôle. Quel que soit le traitement, même si on y fait confiance, on ne pourra vérifier s'il est positif ou non, s'il y a un groupe de contrôle pour vérifier s'il y a en effet une différence. Et en tirant ces leçons, c'est ainsi que nous avons réussi à progresser, à avoir des avancées. Je vais vous parler de certains médicaments qui peuvent être utiles. Le premier médicament est le rituximab. C'est une thérapie d'anticorps qui est très utilisée pour l'arthrite rhumatoïde et qui a déjà une autorisation pour cette maladie et pour d'autres maladies plus spécifiques. Mais elle a un certain potentiel pour la sclérodermie parce qu'il est associé à un excès d'anticorps et au processus auto-immune. Il y a des évidences que rituximab pourra être utile dans le traitement de la sclérodermie. Au Royaume-Uni, il y a un grand essai qui est en cours qui compare le traitement normal avec le traitement avec rituximab pour voir quelles sont
les bénéfices. Nous voyons toujours des malades avec des fibroses pulmonaires très graves. En haut, l'image vous montre beaucoup de blanc. Il s'agit de fibrose ou de tissu cicatricial du poumon. Ce malade n'a pas réagi au traitement habituel et nous pensions qu'il n'y avait pas d'autre choix jusqu'au moment où nous avons eu un financement pour traiter ce patient avec du rituximab. Ses poumons sont maintenant bien plus dégagés et la fonction pulmonaire s'est améliorée après le traitement. Nous avons déjà publié 6 cas similaires en essayant de donner des informations supplémentaires à d'autres médecins concernant le rituximab. Il y a d'autres patients qui ont également eu des résultats positifs. Ce qui est intéressant, c'est que ceci est déjà disponible en tant que thérapeutique ayant une autorisation, alors que d'autres traitements ne fonctionnaient plus. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui n'est pas encore disponible du point de vue clinique, mais qui m'est très cher en tant que chercheur, parce que depuis beaucoup d'années que je fais de la recherche sur une protéine, sur le TGF-bêta. C'est une protéine que le corps produit pour créer des cicatrices, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une bonne protéine lorsqu'il faut qu'il y ait une cicatrisation, mais elle n'est pas bonne lorsqu'il y a une formation de cicatrices qui ne sont pas adéquates, comme pour la sclérodermie. Et je me suis penchée sur cette protéine parce que nous savons qu'en sclérodermie, les niveaux de TGF-bêta sont bien plus élevés. Je vais vous montrer donc un peu de cette recherche. Nous avons voulu comparer ce qui se passait avec un patient atteint de sclérodermie dans une phase très grave et ce qui se passait 2 ou 3 ans après au cas où il y aurait une amélioration du patient. Nous avons donc fait cette étude sur la partie génétique de la peau entre des malades qui avaient une sclérodermie plus légère et ceux qui souffraient d'une sclérodermie grave dans les différentes phases, précoces et tardives. À la phase précoce, nous avons des niveaux élevés de tous les gènes qui sont régulés par la TGF-bêta. Et lorsque la sclérodermie s'améliore, les niveaux de ces gènes vont diminuer également. Ce n'est pas une preuve, mais c'est quelque chose qui suggère un aspect positif. Nous avons essayé de bloquer la TGF-bêta et je suis heureux qu'il y ait maintenant un essai de succès pour bloquer la TGF-bêta. C'est une étude qui est faite par un groupe de Boston. C'est un traitement qui ne sera pas disponible dans les prochains temps, mais ce sera probablement le traitement à suivre à l'avenir. Peut-être quand il faudra utiliser un anticorps qui puisse bloquer la protéine TGF-bêta. La biologie de la peau change si nous bloquons cette protéine et nous arrivons ainsi à améliorer les caractéristiques de la sclérodermie. C'est une première étude et qui ne prend pas en compte si cette thérapie est toxique ou non. Je voudrais maintenant terminer avec quelques diapos qui pourront vous indiquer, parler de quelque chose qui se trouve entre rituximab et un autre traitement systémique. Nous sommes en train de tester un médicament qui a déjà une autorisation et qui est disponible, qui a un certain potentiel, mais qui se trouve en phase d'essai clinique, mais qui pourra être utile à l'avenir. Mais penchons-nous un peu. Donc, il parle un peu de la TGF-bêta et de l'IL-6. Nous savions qu'il s'agissait d'une protéine importante en termes d'inflammation, mais nous ne savions pas jusqu'à quel point elle serait importante dans la fibrose. Et comme je vous l'ai déjà dit, il est déjà disponible pour l'arthrite rhumatoïde. Et il y a quelques années, en ayant comme base notre recherche et nos malades, nous avons constaté qu'il y avait certains malades qui n'avaient pas de bons résultats avec les traitements communs. Tous ces malades avaient une évidence de niveau élevé de la protéine IL-6 dans leur corps. Nous savions
qu'il se trouvait dans une situation grave parce que lorsque nous avons identifié cette protéine dans une phase précoce de la maladie, nous savions que les choses allaient s'aggraver rapidement. Nous trouvions cette protéine dans les organes internes et nous avons considéré intéressant de bloquer cette protéine et nous en avons parlé avec l'entreprise qui produit ce médicament. Et finalement, cette société, cette entreprise a décidé de mener à bien un grand essai clinique pour voir si ce médicament serait utile ou non. L'IL-6 permet également de voir jusqu'à quel point la fibrose pulmonaire sera grave en sclérodermie ou non. Et donc, nous avons été très satisfaits de pouvoir participer à cette étude. Il y a eu d'autres personnes qui ont été impliquées dans la phase initiale de cette étude et qui représentent beaucoup de personnes dans le monde entier. Et donc, nous avons comparé le placebo, donc sans traitement, avec l'anticorps contre cette protéine IL-6. Nous avons évalué la gravité des problèmes du derme et dans le traitement actif, la ligne en bleu, le classement, donc le skin score, s'améliorait. Mais le traitement de placebo, il n'y avait pas de progrès d'amélioration. Donc, c'est ce qu'on avait constaté quelques années auparavant. Ce que l'essai clinique a de positif, c'est qu'après la fin de l'essai, les malades qui appartenaient au groupe placebo ont pu recevoir le traitement également. Nous avons également constaté quelques symptômes, quelques signes qui pourraient être utiles pour les poumons. Parce que dans certaines phases de la sclérodermie, nous avons analysé les poumons pour voir s'ils pouvaient s'aggraver. Et la fonction pulmonaire s'aggravait bien plus si les malades recevaient le placebo. Ceci suggère non seulement que cela peut aider au niveau de la peau, mais également au niveau des poumons de certains malades. Cet essai a confirmé notre observation clinique que les niveaux d'IL-6 peuvent être importants pour les malades atteints de sclérodermie et que ceci pourra être utile dans le traitement de certains malades. Il y a maintenant une étude bien plus vaste en cours et si elle s'avère positive, ceci pourra être un traitement pour la sclérodermie. Je voudrais donc vous dire que j'espère que vous puissiez ainsi voir qu'il y a de l'espoir en ce qui concerne les médicaments systémiques, mais ce sont des thérapeutiques spécialisées, localisées et importantes pour un sous-groupe de malades. Et probablement, ce ne sera pas une réponse généralisée. Je voudrais remercier les malades, les patients et toutes les personnes avec lesquelles nous avons travaillé au Royaume-Uni et surtout les associations de patients. Je pense que les questions seront posées à la fin de la séance. Merci. Thank you very much, Chris. Merci beaucoup, Chris. On va en effet faire des questions-réponses à la fin. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur hollandais Van Laar. Je travaille depuis plus de 25 ans avec ce jeune homme et je pense que il est un exemple, un excellent exemple d'un excellent médecin. Il va nous présenter une étude sur la greffe de cellules souches. Merci beaucoup, Alan, de cette introduction, cette présentation tellement sympathique. Ça fait plus de 20 ans que nous collaborons, en effet. C'est un grand honneur de pouvoir vous présenter ici mon étude. C'est un thème sur lequel je parlerai pendant des heures et parfois ma femme me réveille pendant la nuit et elle me dit « Mais tais-toi, cette histoire de cellules souches parce que j'ai besoin de dormir. »
j'ai décidé, après de longues années d'études, d'essayer de condenser ici l'idée en un projet. Et le logo de cette réunion me plaît beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'aller voir le monument en découverte, ce grand monument, et je pense que c'est très adéquat de pouvoir venir à Lisbonne et donner origine à de nouvelles découvertes. Je vais vous parler de ce projet sur lequel nous travaillons depuis plus de 20 ans, au début avec Alan Tyndall. Et il y a en effet un grand espoir par rapport à ce projet ce que je vais vous montrer, ce sont des données réelles, des données qui vont vous démontrer et raconter une histoire. J'espère qu'elle soit réaliste, plus que celle que l'on lit dans les journaux. La greffe de cellules souches est très complexe, avec plusieurs pas, avec une hospitalisation pendant plusieurs semaines. Et donc, c'est très différent des traitements normaux avec des médicaments qui sont faits en ambulatoire. Il s'agit de l'administration de chimiothérapie à haute dose et qui peut provoquer des effets secondaires assez négatifs parce que nous pouvons avoir un isolement à partir des lapins, même si les humains n'ont pas les mêmes oreilles, les grandes oreilles. Parce que l'isolement de ces substances à travers d'autres malades peut se manifester par de la fièvre, donc c'est négatif pour les malades. Donc on fait une réinfusion des cellules souches isolées du malade et non pas des lapins, comme je l'ai dit, attention. Ici on a une malade de arthrite rhumatoïde, elle est hospitalisée et comment cela fonctionne-t-il? Parfois mes collègues me disent on dirait un truc de magie, mais en termes scientifiques, comment est-ce que cela fonctionne? Je vous explique. Comment le paracétamol fonctionne-t-il? Ce que l'on prend pour les maux de tête, vous connaissez certainement, même si on l'utilise depuis des décennies, on ne sait pas exactement comment il fonctionne, et ici c'est exactement la même chose. Avec ce traitement, on sait qu'il implique différents médicaments, de la chimio, des anticorps, de la réinfusion de cellules souches. Donc il y a plusieurs pas dans ce cas et c'est très difficile donc de comprendre comment ça fonctionne, mais on pense que ça fonctionne un peu comme quand on fait le reset dans l'ordinateur devient noir et ensuite on fait le contrôle altel et on attend que ça refonctionne à nouveau, et dans 90% des cas c'est le cas. Et donc c'est une analogie très simple qui nous permet de comprendre également ce que je fais ici. Donc on fait en sorte que le système immunitaire fasse un reset. Et ensuite, on permet qu'il y ait la création d'un nouveau système au moyen des cellules souches qui ont été introduites. Les bénéfices potentiels de cette greffe, et je signale que c'est potentiel parce que c'est ce que l'on prétend, et on ne sait pas si on va arriver à le faire. Il y a donc une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de la dysfonction des organes et donc des taux de survie. Mais donc quels sont les risques de ces greffes? Dans tous les cas, il y a une perte de cheveux et on peut également sentir de la nausée en raison de la chimiothérapie, même s'il y a des médicaments qui peuvent contrôler ces effets secondaires. On peut également avoir des infections, des hémorragies et de la fatigue qui sont très communes dans certains cas. Dans certains cas, il y a eu des problèmes au niveau cardiaque et pulmonaire. Souvent, c'est le cas pour les malades atteints de sclérodermie et dans certains cas, ça a été fatal. La fertilité, surtout chez des jeunes femmes, et qui peut mener à une ménopause précoce. Il y a également un risque de maladie auto-immune, mais c'est très difficile
à évaluer et à comprendre si ça va être le cas ou pas. Donc, avec tous ces risques, pourquoi analysons-nous cette possibilité? Ça semble pas très optimiste, n'est-ce pas? En premier lieu, il faut comprendre que la chimiothérapie est une espèce d'instrument un peu radical, puisque il n'arrive pas à distinguer les cellules en bonne santé et les cellules qui sont immunes à la maladie. Et donc, c'est pour ça qu'on a des effets secondaires, on ne sait pas encore comment les éviter. Mais ce qui est important ici, c'est que on pense que la greffe de cellules souches est une meilleure façon d'arriver à une rémission ou à une cure qu'une chimiothérapie standard ou habituelle. Les données qu'on a présentées il y a 2 ans nous montrent cela. Et donc, d'une certaine façon, on compare un petit marteau et avec un grand marteau, donc qui va produire l'effet que nous voulons obtenir. Donc cet essai qui s'appelle ASTIS, dont la plupart d'entre vous connaissent déjà parce qu'il a été publié en 2014, mais qui a commencé en 2001. Et c'est très important qu'il y ait des essais contrôlés et des observations à long terme. On a entendu mon collègue en parler, c'est très important. Donc, on a ici une étude de cas donc, qui implique 156 patients tout au long de 13 ans, et ces malades venaient de différentes zones d'Europe. 25 centres ont participé à cette étude, et je pense qu'elle a été très très bénéfique. Cet effort a été très bénéfique. Les malades étaient contrôlés par un ordinateur, et ils étaient soumis à un placebo ou à une greffe. Et nous avions ici des malades entre 16 et 65 ans, parce qu'on savait que dans une population âgée, il y a plus de risques, et qui n'avaient la maladie que depuis 4 ans, avec la forme diffuse et non pas la forme limitée, donc pour une minorité de malades atteints de sclérodermie. Des malades avec des dysfonctions dans les principaux organes ont été exclus au niveau des poumons, du cœur et des reins, parce qu'on savait qu'il y avait des risques accrus de complications. On a exclu également quelques patients qui avaient déjà été traités avec de la cyclophosphamide, parce qu'on savait qu'il y avait un risque plus élevé de non-réponse au traitement. Donc c'est un groupe de malades très bien sélectionnés, et peu de malades pouvaient être qualifiés pour cette étude. Et donc on a ici les principaux résultats qui nous montrent 13 ans de travail, qui montrent les malades qui sont restés en vie, donc, et les bénéfices des malades qui ont été soumis à la greffe, et ceux qui ont été utilisés uniquement pour le contrôle. Donc, quelques patients sont décédés. Donc ceux qui ont été soumis à la greffe, il y a eu beaucoup moins d'essais que pour ceux qui ont été soumis à cyclophosphamide. Malgré le risque, les malades qui ont survécu à la greffe ont une perspective, une meilleure perspective en termes de survie. Ici, nous avons une conclusion importante. On a vérifié que les malades qui étaient fumeurs n'ont pas obtenu les mêmes bénéfices que les autres malades qui n'ont jamais fumé. Tout le monde le sait que c'est pas bien, c'est mauvais. Les habitudes tabagiques sont mauvaises, mais
les fumeurs et les ex-fumeurs, les anciens fumeurs, n'ont pas le même bénéfice face au traitement parce que les cigarettes contiennent énormément de choses toxiques pour notre organisme, comme on le sait tous. Mais la survie a été meilleure, les effets au niveau du skin score que vous pouvez voir du côté gauche, donc le paramètre utilisé normalement par les médecins pour mesurer l'épaisseur de la peau. Ce que l'on a vérifié dans ces scores, c'est qu'il y a eu une amélioration de 80% contre 30% dans le groupe de contrôle. En termes de fonctionnalité également qui a été mesurée, elle était meilleure dans le groupe qui a été soumis à la greffe. On a également vérifié une amélioration de la fonction pulmonaire, mais on n'a pas vérifié, on n'a vérifié aucune amélioration au niveau des reins ou du cœur. En réalité, la fonction rénale a été un peu compromise d'ailleurs, mais on pense que c'était lié à l'effet toxique des médicaments utilisés. Néanmoins, cet effet secondaire a été temporaire et il n'y a pas eu de problèmes rénaux, donc néphrologiques, après la greffe. Pour conclure, on peut dire que cette étude et les études pilotes qui ont été faites nous montrent que la greffe de cellules souches des personnes elles-mêmes peut être réalisée avec de bons résultats, mais ce n'est pas une cure pour tous. Ça ne représente pas une cure pour tous. Nous savons que 50% des malades ont présenté une rémission à long terme et il y a d'autres traitements au début des maladies qui ne sont pas aussi efficaces. On sait que la cyclophosphamide, par exemple, dans le deuxième cycle, n'est pas aussi efficace. Et donc la décision d'être soumis à une greffe de ce genre dépend des médecins, d'expérience des médecins, mais également du choix personnel du malade. Si le malade ne veut pas prendre de risques, la greffe de cellules souches n'est pas adéquate à ce malade parce qu'il y a en effet un risque théorique de mortalité, surtout chez les fumeurs. Les données nous montrent clairement que ça peut être une possibilité pour les personnes atteintes de sclérodermie diffuse. Et en plus des données que je vous ai présentées par rapport aux fumeurs, c'est le principal risque, mais on ne peut pas prévoir l'avenir. On continue à travailler au niveau des tests sanguins, des analyses de sang, différents examens que l'on fait également au niveau de la peau, mais qui n'indiquent pas clairement le pronostic futur. Et donc l'expérience du médecin est très importante pour pouvoir comprendre si un médecin peut faire une greffe de cellules souches ou pas. Et il est important de souligner que cela ne peut pas être fait par un seul médecin. Il s'agit d'un travail d'équipe avec une vaste équipe impliquée dans les différentes phases et des infirmiers également. Et le résultat de la greffe dépend également en large mesure de l'équipe et de l'hôpital où elle est faite. Donc l'hôpital le plus proche de chez vous peut ne pas avoir l'expérience nécessaire et ils ne font peut-être même pas de greffe. Donc normalement cela se fait dans des centres académiques, dans des hôpitaux universitaires. Par exemple en Hollande, on a 4 centres avec des spécialistes au niveau de la sclérodermie, mais également au niveau de la greffe de cellules souches. Et il est important de souligner également qu'il s'agit d'un traitement très cher, environ 50 000 $, 104 000 €, corrige monsieur. Tous les systèmes de santé ne remboursent pas ce traitement. Et nous avons ici le nom de toutes les personnes qui ont été impliquées. Donc on a également le professeur Farge de Paris et on a beaucoup de noms. Il y a une énorme équipe de médecins et d'infirmiers impliqués ici. On a ici quelques visages. Merci.
Thank you. Now, both talks and Merci. Nous pouvons maintenant poser toutes les questions. Donc, on a le débat, un espace débat pour les deux allocutions. Parfois, les malades me disent, j'ai réussi à voir les bénéfices de la greffe. Mais est-ce qu'il y a une manière de réduire le risque de l'expérience que vous avez eue lors de ces greffes? Moi, j'ai une expérience déjà au sein de 3 centres. Parce que lorsque j'étais à Hayden, j'ai commencé cette étude. J'ai également une expérience à Newcastle, au Royaume-Uni. Et maintenant, j'ai déjà exécuté différentes greffes également. Et il faut un monitoring très strict pendant le processus de greffe. Il faut plusieurs médecins. Est-ce que vous pensez qu'on peut réduire ces 10% de mortalité? Oui, si on exclut les malades à haut risque tels que les fumeurs. Mais cela peut être difficile pour le malade de dire, vous n'êtes pas un bon candidat à ce traitement. Je voudrais seulement ajouter très brièvement que lorsque Yard se trouvait au Royaume-Uni, on travaillait en collaboration et on a publié, les résultats d'une étude ont été publiés. Et maintenant, nous avons une possibilité d'évaluer les malades éligibles. Il y a un protocole qui est très strict en termes de recherche. Et jusqu'à présent, nous avons refusé certains malades parce que nous avons décelé des problèmes cardiaques que nous n'avions pas prévus au préalable. Notre approche pour réduire le risque a été vraiment très minutieuse lors de notre recherche. Une question? I'm not sure if I missed that. Je ne sais pas si j'ai bien compris au début, mais je voudrais savoir ce qui fait en sorte qu'un médecin suggère à un malade atteint de sclérodermie qu'il se soumette à une greffe de cellules souches. Quels sont les malades auxquels vous suggérez cela? Parce que j'ai été assez surprise de voir des malades qui avaient des problèmes cardiaques et pulmonaires. D'ailleurs, que les malades ayant des problèmes cardiaques ou pulmonaires n'étaient pas éligibles pour ce genre de greffe. Oui, en effet, c'est difficile et les médecins ne s'aperçoivent pas de cette agressivité de la maladie. Donc, ils commencent avec le méthotrexate et ensuite ils passent à un autre médicament. Et avant qu'il ne soit trop tard, donc avant que le malade se trouve déjà dans une phase trop avancée pour être soumis à cette greffe, et l'essai a eu du succès parce que nous avons eu des malades qui étaient encore à une phase très précoce, même ceux qui n'avaient pas été soumis à un traitement de chimiothérapie. Parfois, on le suggère à des... D'ailleurs, on ne le suggère pas à des malades qui aient des maladies bénignes, mais si le traitement est fait à une phase précoce, les risques sont moindres. Derma means stiff. La sclérodermie diffuse signifie que la peau est très épaisse au niveau du visage, des bras et qu'il y a des problèmes respiratoires. Et le problème respiratoire peut déjà être un signe que la maladie est très avancée, donc il peut être déjà trop tard. Une question encore? On a le temps pour une question. Je voudrais savoir, et étant donné toute cette recherche dont vous avez parlé, je ne suis pas médecin, je suis infirmière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la recherche sur la cause de cette maladie? Et ensuite, je suis curieuse.
Donc, je disais que je prenais un antimicrobien qui a amélioré ma maladie. Mais s'il s'agit d'un médicament antimicrobien, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a un organisme qui est en train de provoquer cette maladie? Je pourrais ici vous répondre d'une manière très longue, mais on n'a pas le temps. La réponse est qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce moment, des recherches extraordinaires et fascinantes, des recherches sur la cause de la sclérodermie. Un patient qui vient à la visite médicale, il a déjà une maladie, mais peut-être qu'il sera également utile pour comprendre les nouveaux traitements. On identifie de plus en plus de choses qui peuvent déclencher cette maladie. On peut avoir une tendance génétique déjà, mais en effet, il y a des recherches qui sont menées à bien pour déceler cette cause. Mais les infections bactériennes et le microbiome, donc c'est-à-dire les bactéries qui existent dans notre corps et qui font la régulation de notre système immunitaire. Tout ceci est pertinent et c'est pourquoi certains antibiotiques peuvent aider certains malades, mais cela n'est pas encore été prouvé dans les essais cliniques. Merci, il faut maintenant continuer. Je vais maintenant vous présenter Alice Martin de la Suisse. C'est une patiente, une malade de sclérodermie qui a un grand soutien du mari et qui a été soumise à un processus très rare de la greffe du poumon pour qu'elle puisse continuer à avoir une bonne qualité de vie. J'espère qu'elle se trouve en bonne santé pour nous parler. Bonjour, je m'appelle Alice Martin, Alison d'ailleurs, et je suis née au Portugal et je vis en Suisse, j'ai 54 ans. Depuis 2002, je suis atteinte de cette maladie rare auto-immune. La sclérodermie systémique diffuse. En l'espèce, cela atteint mes articulations, l'œsophage, la peau et les poumons, avec une maladie pulmonaire qui s'appelle fibrose de type NSP. J'ai également des anticorps positifs antinucléaires, ainsi que d'autres anticorps tels que SL. Je vais vous parler maintenant spécifiquement de ma maladie pulmonaire. Avant que la sclérodermie n'ait atteint mes poumons, j'ai été soumise à certains traitements de cyclophosphamide entre novembre 2002 et avril 2003. Ensuite, j'ai commencé à prendre un autre médicament jusqu'en 2007. Depuis ce moment-là et jusqu'à présent, j'ai pris du mycophénolate. Néanmoins, mon infection s'aggravait et avec beaucoup de douleurs. Donc, j'ai dû arrêter mon travail et en septembre 2015, avec l'évolution de la maladie, les médecins ont commencé à considérer la possibilité de faire une greffe pulmonaire j'ai été soumise à cette greffe en Suisse, à Lausanne. Et depuis novembre 2011, j'ai fait différents tests et examens pour voir si j'étais éligible pour faire cette greffe. Après tous les examens et tous ces tests, en 2012, j'ai été mise sur la liste d'attente pour une greffe pulmonaire double. En effet, je dois vous dire que cette période d'attente a provoqué beaucoup de stress parce qu'il faut toujours être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, je dis toujours que j'ai de la chance malgré tous ces imprévus dans ma vie.
Le 1er juin 2012, à 7 heures du matin, j'ai été hospitalisée à Lausanne, ayant une équipe de médecins qui m'attendait et la greffe a commencé à 7 heures de l'après-midi ce jour-là. Les jours suivants et surtout le premier mois sont très confus dans ma tête dû à certaines complications, des virus, des infections bactériennes. J'ai pris des médicaments à haute dose qui ont provoqué beaucoup de sommeil. J'étais dans un état j'étais presque dans le coma. À l'hôpital, on m'a dit qu'il fallait que je reste à l'hôpital pendant 3 mois encore en raison de différentes infections. J'étais couchée sur le dos à cause des drainages et donc j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Pour moi, la partie la plus difficile, ce ne fut pas les infections ou la douleur, mais le fait de ne pouvoir pas, d'avoir perdu mon autonomie, mon indépendance. Je dépendais complètement des infirmières pour tout faire, pour aller aux toilettes, pour prendre mon bain, pour faire mon hygiène. En septembre, d'ailleurs en novembre, lorsque j'ai pu retourner chez moi, j'ai dû être transportée en chaise roulante chez moi. Ensuite, j'ai commencé à marcher lentement, petit à petit, chez moi. J'ai été soutenue j'ai eu l'aide d'une infirmière qui faisait les pansements et pendant 6 mois, j'ai dû avoir quelqu'un qui était au niveau interne à plein temps. Et en janvier 2013, j'ai commencé à récupérer ma mobilité malgré la faiblesse musculaire. Mais j'ai continué, j'ai recommencé à marcher après 6 mois. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait pas de signe que le poumon ait été rejeté et donc que je pouvais reprendre ma vie normale. Ces mois de convalescence sont passés et maintenant j'ai repris ma vie normale. Évidemment que chaque cas est un cas. Il y a des personnes qui restent à l'hôpital 1 mois, d'autres qui y restent pendant de longues périodes, comme c'était mon cas. Mais si on me demandait est-ce que vous le feriez à nouveau, je dirais que oui, parce que cela a permis une nouvelle vie pour moi. Même si je continue à avoir de la sclérodermie, ma qualité de vie s'est bien améliorée. Évidemment que je dois continuer à prendre des médicaments tout au long de ma vie, mais les résultats des anticorps que j'avais auparavant sont tous négatifs et maintenant j'arrive à respirer normalement. En mai 2014, 2 ans après la greffe, j'ai en effet réussi à participer au marathon de Genève avec mes amis de l'association suisse de sclérodermie, donc 20 km. Je n'ai jamais pensé que j'y arriverais. Et depuis 2014, tous les ans, je participe au marathon de 5 km pour aider à ce que les personnes prennent conscience de l'importance de donner des organes. Je dois également remercier tous les médecins et les infirmiers pour leur soutien, mais également mon mari et mon fils pour leur amour et tous mes amis pour tout leur soutien et leur encouragement. Et je remercie surtout
la personne qui m'a donné ces poumons pour leur générosité qui a sauvé ma vie. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Thank you, Alice. Merci, Alice. Le micro n'est pas branché, je pense. Est-ce qu'on peut passer aux questions après la présentation de la deuxième malade? J'aimerais vous présenter donc Mme Canters de la Hollande. Elle est malade de sclérodermie qui voulait une famille et qui refuse de vivre d'une façon différente à cause de la maladie. Elle a été soumise à une greffe en 2012. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de me voir hier, je m'appelle Ramona Canters, j'ai 39 ans. J'ai un mariage heureux avec un petit garçon de 11 ans et une petite fille de 7 ans. Au début 2005, 3 mois après la naissance de ma fille, j'ai été diagnostiquée étant atteinte de sclérodermie système. Donc j'avais les doigts enflés, j'avais mal aux articulations, phénomène de Raynaud, etc. Ma bouche a rétréci, elle est devenue plus petite et j'ai senti d'autres changements dans mon corps. En raison des complications, ma fille est née par césarienne à 34 semaines. L'examen a montré que mon utérus et placenta étaient devenus plus rigide. Tout s'est bien passé malgré tout. Ma fille est une fille en pleine santé. Il y avait des jours où j'avais des symptômes très vagues et mon médecin de médecine générale ne savait pas quoi faire. Après la naissance de ma fille, les symptômes ont augmenté significativement et 3 mois après la naissance de ma fille, on m'a diagnostiqué donc la sclérose systémique. Le spécialiste m'a dit, on va essayer de faire en sorte que le temps qui vous reste soit le plus agréable possible. Et j'ai dit, mais j'ai une petite fille de 3 mois et j'ai senti le sol trembler sous mes pieds. Les temps qui se sont suivis étaient très difficiles, avec beaucoup d'examens différents, et j'ai été envoyée à l'un des meilleurs hôpitaux universitaires en Hollande, où j'ai fait la connaissance du meilleur médecin au monde. À cette époque, il y avait une équipe qui travaillait sur une étude avec des malades comme moi. J'ai été choisie pour être soumise au traitement qui incluait des séances de chimiothérapie. En premier lieu, la chimiothérapie semblait fonctionner, mais malheureusement, elle a duré très peu de temps et il ne restait qu'un seul traitement, c'était la greffe de cellules souches après beaucoup d'examens pour garantir que mon corps pouvait être dépasser ce traitement. J'ai été soumise à nouveau à de la chimio avec un traitement avec un autre médicament, un médicament qui augmentait le nombre de cellules souches dans mon corps pour pouvoir les recueillir. J'ai été envoyée à la maison pendant 4 semaines et je peux vous dire que j'ai profité de ces 4 semaines avec ma famille, avec mes amis, avec une bouteille de vin, tout ce que la vie a de meilleur. 4 semaines plus tard, je suis revenue à l'hôpital pour la deuxième partie du traitement, la chimio maintenant avec de l'ETG, une protéine. L'ETG attaquait mon système immunitaire et en 12 heures, mon système immunitaire est passé à 0,1 et mon corps a souffert une réaction allergique. Mon médecin m'avait averti que cela pouvait survenir, mais j'étais assez étonnée de voir toutes les bulles sur mon corps et la fièvre. Je ne me souviens pas d'une grande partie de ces moments-là.
c'est à ce moment-là, le moment où est appliquée la protéine, c'est la phase la plus grave. Mais après, j'ai récupéré de l'énergie et après la greffe, j'ai récupéré de l'énergie. Ma peau est devenue plus douce et maintenant j'ai même des rides. Je suis la seule de mes amis qui apprécie avoir des rides. Après 3 semaines, on m'a envoyé à la maison pour la récupération. La période de greffe des cellules souches était la période la plus difficile de ma vie, mais je remercie pour cette opportunité. Même si je ne suis pas guérie, je vais continuer à vivre avec cela tous les jours, mais j'ai appris à vivre comme ça. Une vie avec une sclérose systémique peut être une belle vie, mais c'est nous qui devons faire tout ce qu'il faut. Merci. Thank you, Ramona. Are there any questions for those? Y a-t-il des questions pour ces deux patientes dont nous avons entendu le témoignage? Vous avez survécu, en effet, en raison d'une activité spéciale à laquelle vous avez été soumise. Est-ce que vous avez constaté des différences après cet événement auquel vous avez été soumise? Avant l'opération? Before the operation, I could not. Avant l'opération, je ne pouvais rien faire chez moi. Je ne pouvais même pas cuisiner ou faire les choses simples, les tâches simples chez moi. Maintenant, j'arrive à marcher pendant 1 heure et demie et je fais 1 heure de fitness très léger tous les jours. Donc, j'arrive à faire toutes mes tâches domestiques et je suis très heureuse. Vous avez réussi à faire toutes vos tâches ménagères, donc maintenant, et vous faites tout ce que vous aimez. Parfait. Et Ramona, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous ayez récupéré? Oui, j'ai récupéré ma vie. Je suis devenue la mère que je voulais être et que je n'arrivais pas à être lorsque j'étais malade. Je n'arrivais pas à jouer avec mes enfants, assise par terre avant la greffe. Je n'arrivais pas à le faire parce que lorsque j'étais par terre pour jouer avec eux, après je n'arrivais pas à me lever. J'ai créé une association de sclérodermie aux Pays-Bas et mon objectif en le faisant, c'était d'écouter les autres patients et de pouvoir les aider. Et je suis très heureuse de l'avoir réussi. Ramona, je n'avais pas entendu, je ne connaissais pas votre histoire auparavant, mais le premier patient qui a eu une greffe en sclérodermie était une femme qui avait eu un bébé 3 mois auparavant. Et la seule chose qu'elle nous avait dit, c'est qu'elle voulait Robert aller à l'école. Et maintenant, il a 22 ans, il est à l'université, il a créé une société, et il est en bonne santé. Elle a dit que c'était sa pire expérience, c'était lorsqu'elle a fait la greffe, mais elle a dit qu'elle a récupéré sa vie et qu'elle le ferait à nouveau. Y a-t-il d'autres questions? Les personnes peuvent être soumises à 2 greffes de cellules souches. Oui, cela arrive avec d'autres maladies. Ce traitement n'est pas nouveau. Il est utilisé depuis beaucoup d'années pour des maladies telles que les maladies du sang ou des myélomes. Il est possible de le faire 2 fois. Que je le sache, cela n'a pas encore été fait chez des patients de sclérodermie. Mais il y a eu des malades qui ont eu de bons résultats pendant quelques semaines, mais ensuite la peau s'est
a eu un épaississement auparavant, mais auparavant, il n'y avait pas de résultat. Donc, le système immunitaire a été bouleversé. Les médicaments qui ne faisaient pas effet auparavant ont commencé à avoir un effet. Donc, parfois, la deuxième greffe n'est pas nécessaire à cause de cela. D'où sont retirées les cellules souches? Elles sont retirées du sang. Elles ne se trouvent pas dans le sang, elles sont dans la moelle osseuse. Il faut donner des médicaments aux patients pour que ces cellules sortent de la moelle osseuse et entrent dans le sang. Et ensuite, il y a une machine qui retire ces cellules du sang. Il s'agit d'une technique qui est utilisée depuis des années. Je voudrais poser la dernière question parce que Chris Stanton nous a parlé de nouveaux traitements. Quel serait donc l'effet des nouveaux traitements pour les malades qui sont soumis aux greffes ou à une greffe, lorsque ce traitement est nécessaire, bien sûr? Merci. Je pense qu'il ne s'agit pas de traitements qui s'excluent l'un l'autre. On réagit tout simplement à l'évolution de la maladie. Il est possible qu'il y ait un malade qui soit soumis à une greffe de cellules souches et si certains aspects de maladie reviennent, peut-être qu'il y a des traitements ensuite plus localisés, plus orientés ou l'inverse. Mais l'enjeu ici et le grand défi, c'est de comprendre quel est le meilleur traitement pour le malade pendant cette phase spécifique de la maladie. Je pense qu'il y a eu des avancées, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Merci et surtout un grand merci aux intervenants pour cette séance si intéressante et pour toutes ces histoires si intéressantes. Maintenant, nous aurons une pause café jusqu'à 11h30. Donc, profitez bien de cette pause. Je voudrais rappeler une chose dont je vous ai parlé hier. On fait l'enregistrement de cette conférence, de toutes ces séances. Donc, il y a un film audio qui sera... et donc, sur notre site web, il y aura un lien vers YouTube et nous sommes en train d'enregistrer également l'interprétation et votre organisation nationale pourra donc utiliser cet audio sur le film que nous sommes en train de faire. Donc peut-être que ça prendra un peu de temps, mais en principe, tous ces enregistrements de ces 2 journées seront disponibles sur notre site web dans un mois.